L'ampleur de la réaction nous a laissé sans voix. Une simple publication sur Facebook a déclenché une avalanche de près de 2 millions de vues en un temps record. Bienvenue dans cet espace privilégié où nous grattons le vernis des légendes pour exposer leurs blessures les plus profondes. Imaginez une voix qui ne ressemble à aucune autre, un timbre rocailleux presque masculin, sculpté par les volutes de fumée et chargé de secrets que personne ne saurait percer. Visualisez cette silhouette vertigineuse, une ligne infinie qui a traversé les époques sans que le temps ne semble avoir de prise sur elle. Une question toujours la même hante, l'imaginaire français depuis plus de 50 ans, qui se cache vraiment derrière le nom d'Amanda Lear. Est-elle uniquement cette muse éthérée immortalisée par la folie créatrice du grand Salvador Dali? Fut-elle l'amante de l'ombre qui a soufflé l'inspiration à David Bowie? Ou bien est-elle la plus grande illusionniste de notre siècle, l'architecte d'une énigme indéchiffrable? Sous les feux de la rampe aveuglante des années 70, elle a fait vibrer l'Europe entière. Pourtant, derrière les strass étincelants du disco et ses éclats de rire faussement légers, elle portait un fardeau invisible, un masque de fer dissimulé sous le maquillage. Elle a laissé la planète entière débattre de son genre, de sa naissance, de son histoire, comprenant très tôt que c'était le tribut indispensable pour se tailler une place de choix dans une industrie dominée par les hommes. Mais aujourd'hui, le rideau est tombé et les projecteurs se sont refroidis. Du haut de ses 87 ans, loin de la fureur parisienne, isolée au cœur de ses champs d'oliviers, en Provence, Amanda Lear décide enfin de laisser tomber les barrières. L'heure n'est plus à la provocation stérile, ni au jeu de séduction. Elle a dépassé ce stade. Elle nous fixe désormais avec une honnêteté désarmante pour confesser ce que nous avions tous deviné. Ce flou artistique n'était pas un caprice, c'était un pacte faustien, un accord tacite, passé avec des génies qui l'ont autant fabriqué, qu'ils l'ont emprisonné dans son propre mythe. Cependant, ne vous y trompez pas, ce n'est pas cette ambiguïté sexuelle qui l'a détruite. Le véritable drame de son existence se trouve ailleurs, bien plus profond. Il réside dans cette nuit apocalyptique de l'an 2000, lorsque les flammes ont dévoré sa maison du bonheur. Ce soir funeste, le feu ne lui a pas seulement pris ses souvenirs et ses toiles, il lui a arraché l'homme qui était l'ancrage de sa vie. Comment une icône de cette trempe peut-elle survivre lorsque son sanctuaire et son univers partent littéralement en fumée? Comment trouver la force de sourire aux caméras quand on est devenu la gardienne solitaire d'un temple réduit en cendres? Avant d'entendre ses aveux poignants sur cette traversée du désert, il est crucial de remonter le fil du temps pour saisir la genèse du mythe. Revenons à la source à cet instant précis où une jeune fille sans nom et sans passé cherchait désespérément sa voie au milieu des monstres sacrés. C'était une époque bénie, où l'impossible n'existait pas une parenthèse enchantée, où Paris et Londres battaient au diapason d'une liberté sexuelle et artistique totalement nouvelle. Pour saisir l'ascension météoritique d'Amanda Lear, il faut visualiser une jeune femme à la beauté presque irréelle, déambulant sur les pavés de Saint-Germain-des-Prés, captant la lumière avec une intensité que les autres n'avaient pas. Sa rencontre avec Salvador Dali en 1965 ne relève pas du simple hasard mondain, c'était une collision astrale, une évidence brutale. Le pape du surréalisme a décelé en elle bien plus qu'un simple mannequin pour ses toiles. Il a vu un terrain de jeu, une œuvre d'art qui respirait une matière malléable qu'il pouvait sculpter à sa guise. Durant 15 longues années, ils ont incarné le duo le plus excentrique et captivant du vieux continent. Dali l'exhibait comme un trophée des dîners huppés au plateau télévisé, la présentant comme son ange, sa muse à la beauté androgyne troublante. C'est lui, avec son génie de la manipulation médiatique, qui a commencé à insinuer le doute sur sa nature biologique, tissant autour d'elle ce voile de mystère impénétrable qui allait devenir sa signature éternelle. Elle a cessé d'être simplement une femme aux yeux du monde. Elle s'est métamorphosée en sphinx en une créature hybride, sortie tout droit des délires oniriques d'un peintre génial et fou. Mais si l'Espagnol a façonné son image visuelle, c'est une autre légende qui lui a offert sa voix.
David Bowie, l'extraterrestre du rock, a été littéralement happé par le charme froid et l'intellect vif de cette Française atypique. Il fut le premier à percevoir la puissance musicale qui dormait en elle. Il a entendu quelque chose d'unique derrière ce timbre si particulier, ce contralto caverneux et grave qui semblait émaner d'une autre galaxie. Il l'a secouée en lui affirmant qu'elle ne devait pas se contenter d'être une belle image muette, qu'elle avait le devoir de chanter, ou plutôt qu'elle avait le pouvoir d'envoûter les foules. Galvanisée par cette foi en elle, Amanda Lear s'est jetée dans l'arène féroce de la musique et l'impact fut celui d'une bombe atomique. La fin des années 70, la sacrée impératrice incontestée du disco, non pas comme une princesse docile, mais comme une dominatrice mystique. Avec l'album Sweet Revenge et des hymnes planétaires comme Follow Me ou Queen of Chinatown, elle a mis le monde à ses pieds. Elle a dominé les hit-parades de l'Allemagne à l'Italie, en passant par l'Amérique du Sud, imposant sa musique comme la bande-son incontournable d'une époque. Dans la moiteur des discothèques, sa voix grave promettait l'accès à des paradis artificiels, scandant de manière hypnotique ce fameux « Follow me, suivez-moi ». Elle incarnait l'archétype de la femme puissante, une menthe religieuse des temps modernes, qui se jouait des hommes et des codes. En Italie, elle est devenue une superstar de la télévision, animant des shows titanesques où son charisme dévorait l'écran. Elle était l'allégorie parfaite d'une décennie vouée à l'hédonisme, une icône transgressive qui explosait les frontières géographiques et les normes de genre. Le public lui vouait un culte fasciné par ce sphinx qui refusait obstinément de livrer sa véritable identité, se nourrissant de chaque rumeur comme d'une gourmandise interdite. Chacune de ses apparitions créait l'événement, chaque tenue extravagante résonnait comme une déclaration d'indépendance farouche. Elle semblait intouchable, installée au sommet d'une tour d'ivoire, bâtie sur de l'or et des disques de platine. Pourtant, au cœur même de ce triomphe, une ombre inquiétante commençait à s'étendre. Amanda Lear s'était transformée en marque déposée en un produit de consommation de masse, parfaitement usiné pour satisfaire l'appétit du public. Elle jouait le rôle de sa vie, celui de la vampe mystérieuse, mais à force de porter ce masque 24 heures sur 24, la limite entre la femme réelle et son personnage commençait à s'effacer dangereusement. On l'aimait pour ce qu'elle représentait, pour le fantasme qu'elle projetait sur écran, mais qui se souciait réellement du cœur humain qui battait sous les tonnes de paillettes. Tandis que les foules hurlaient son nom, elle ne réalisait pas encore que les bâtisseurs de sa gloire, ces hommes qui l'avaient propulsée vers les étoiles, avaient aussi érigé autour d'elle une prison dorée, dont les barreaux étaient forgés de contrats contraignants, d'attentes surhumaines et d'une solitude qui ne cessait de grandir. Paradoxalement, alors que son nom résonnait dans les stades bondés de Munich jusqu'à Milan, une réalité glaciale s'installait insidieusement dans les coulisses une fois les lumières éteintes. Si le grand public voyait en Amanda Lear une déesse de la fête nageant dans le champagne, la vérité intime était celle d'une solitude effrayante, camouflée sous des couches épaisses de fond de teint et de sourires de façade. L'industrie du disque, cette machine qui broie les âmes, avait trouvé en elle la poule aux œufs d'or, mais elle exigeait en retour une soumission absolue à l'image qu'elle avait contribué à façonner. Amanda n'était plus tout à fait une personne de chair et de sang. Elle était devenue un concept marketing ambulant, une créature hybride, vendue comme une bête de foire chic et glamour. Ce pacte diabolique joué sur l'ambiguïté savamment orchestré par le maître Salvador Dali et avidement encouragé par des producteurs mercantiles a fini par se refermer sur elle, telle une mâchoire d'acier, un piège dont il est impossible de s'extraire. Ce qui n'était au départ qu'une performance artistique audacieuse, une provocation excitante destinée à bousculer les codes, s'est mué au fil du temps en un véritable carcan carcéral au quotidien. Tenter de visualiser l'abjection permanente masquée sous les traits d'une fausse curiosité, de devoir répéter inlassablement 1000 fois la même réponse face à des regards inquisiteurs qui scrutaient son corps à la recherche d'un attribut masculin niant délibérément sa sensibilité de femme.
Les ordres de son entourage professionnel étaient stricts. Il fallait jouer le jeu à fond, cultiver le mystère, ne jamais apporter de démenti formel, car c'était précisément ce doute sulfureux qui faisait tourner les usines à disques. Elle s'est retrouvée otage de sa propre légende, condamnée à porter ce masque d'énigme vivante, 24 heures sur 24, alors même que son cœur aspirait à la banalité d'une vie d'épouse aimante, d'une femme simple ou d'une amie fidèle. Loin de lui offrir un rempart, l'industrie du spectacle l'a jeté en pâture au lion, alimentant la machine à rumeurs, avec un cynisme effrayant, pressant le citron de son intimité, jusqu'à la dernière goutte pour garantir des sommets de vente. Certes, elle vivait entourée d'une cour de flatteurs zélés et de parasites mondains, mais une fois les lumières éteintes qui parmi eux se souciaient réellement de ses terreurs nocturnes et de sa solitude, mais la blessure la plus vive, celle qui ne cicatrisait pas, concernait sa véritable vocation, étouffée par le vacarme médiatique, sa passion déniée. Dans son fort intérieur, Amanda Lear ne s'est jamais perçue comme une simple chanteuse de disco, mais comme une peintre accomplie, elle qui avait usé ses fonds de culotte sur les bancs des prestigieux beaux-arts. Elle possédait l'âme tourmentée des grands plasticiens et s'imaginait avec une candeur touchante que sa notoriété braquerait les projecteurs sur ses toiles. C'était mal connaître la cruauté du milieu qui déteste voir ses créatures sortir des cases assignées. Chaque fois qu'elle tentait d'exposer son travail pictural, la réponse était polie, mais d'une fermeté impitoyable, on la renvoyait à son micro, à ses paillettes aveuglantes et à ses refrains légers. Le message était limpide. Le public se moquait éperdument de ses états d'âme colorés sur une toile ou de ses tourments. Il réclamait ses jambes interminables, sa voix d'outre-tombe et ce frisson d'interdit. Cette négation systématique de son essence constituait une violence sourde, une forme d'exploitation perverse où l'on idolâtrait l'enveloppe charnelle tout en piétinant ce qui l'animait vraiment. Les magnates de la musique la sommaient d'enchaîner les tubes planétaires et les plateaux télévisés à un rythme effréné, lui refusant le moindre instant de répit pour exister pensée ou simplement vivre hors champ. Elle n'était finalement qu'une marionnette de luxe, dont les fils invisibles étaient tirés par des hommes d'affaires, comptant leurs liasses de billets dans l'ombre, tandis qu'elle s'épuisait à maintenir un sourire de façade sous la chaleur des spots. Si la gloire et la fortune étaient au rendez-vous, le prix à payer était exorbitant. Elle avait totalement perdu la maîtrise du scénario de sa propre existence. Et au cœur de ce tourbillon vertigineux, alors qu'elle pensait avoir déjà tout sacrifié pour maintenir cet édifice fragile, elle ignorait que le destin affûtait une lame bien plus cruelle pour la frapper de plein fouet. Un coup de massue qui n'allait pas se contenter de réduire en cendres ses rêves artistiques, mais qui visait directement le cœur battant de son univers intime. On réalise alors que la célébrité n'est qu'une armure de papier doré totalement impuissante lorsque la fatalité décide de s'abattre sur vous avec violence. Pour Amanda Lear, l'an 2000 n'a pas symbolisé l'espoir d'un nouveau millénaire, mais l'effondrement brutal, total et définitif de son monde. Tentant désespérément de jongler entre son personnage public exubérant et une vie privée jalousement sanctuarisée, elle s'était bâti un refuge inviolable, un splendide mât provençal situé à Saint-Étienne-du-Grès. C'était l'unique endroit sur Terre où, loin des caméras intrusives et du strass, elle pouvait enfin déposer les armes et ranger ses masques. C'est là qu'elle laissait libre cours à son art, empilant des centaines de toiles, reflétant sa véritable nature. Et surtout, c'est là que résidait Alain-Philippe Malagnac, son époux, son roc, l'homme qu'il aimait pour la femme qu'elle était, et non pour la légende. Cependant, dans la nuit fatidique du 16 décembre 2000, l'horreur s'est invitée, sous la forme d'une étincelle vorace et dévastatrice. En l'espace de quelques heures seulement, ce havre de paix s'est métamorphosé en un brasier dantesque digne des enfers. Le pire étant qu'Amanda ne se trouvait pas sur les lieux. Elle travaillait en Italie totalement inconsciente du drame absolu qui se jouait chez elle. À son retour, elle ne trouva que des ruines fumantes, enveloppées d'une odeur âcre de cendres froides et de mort. La fureur du feu n'avait pas seulement anéanti les murs de pierre et les souvenirs d'une vie, elle avait emporté Alain-Philippe avec elle.
Son mari avait péri piégé par les flammes sans doute en tentant héroïquement de sauver ce qui pouvait l'être. La violence de cette disparition fut un choc absolu incommensurable. En une seule nuit de cauchemar, Amanda Lear a tout perdu l'amour de sa vie et l'œuvre de son existence. Le feu avait tout dévoré, ses lettres intimes, ses photos, ses vêtements et tragiquement, la quasi-totalité de ses peintures. Ces toiles qu'elle chérissait comme les enfants qu'elle n'avait jamais eu preuve tangible de son talent et de sa sensibilité n'étaient mises plus que poussière grise. C'était comme si le destin avait voulu effacer son identité profonde, ne laissant survivre que l'icône médiatique superficielle, tandis que la femme artiste et l'épouse étaient réduites à néant. Le grand public a vu les gros titres des journaux, a lu les condoléances formelles, mais personne ne pouvait réellement mesurer l'immensité du vide qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Elle s'est retrouvée seule, pétrifiée devant les décombres noircis de son bonheur, passé avec pour unique compagnie le silence assourdissant de l'absence définitive. Et pourtant, le monde du spectacle cruel, dans sa marche impitoyable, attendait déjà qu'elle remonte sur scène, qu'elle fasse le clown, qu'elle soit encore et toujours Amanda. Mais à l'intérieur de cette carcasse encore debout, quelque chose d'essentiel s'était brisé pour ne plus jamais se recoller. Comment trouver la force de jouer la comédie de la vie quand tout le décor a brûlé? C'est dans ce désert émotionnel dépouillé de tout ce qui comptait vraiment qu'elle a dû puiser une force surhumaine pour ne pas s'effondrer totalement. Elle a compris à cet instant précis la vacuité de la gloire, de l'argent et des rumeurs face à l'extrême fragilité d'une vie humaine. Et c'est pourtant de ce tas de cendres lentement, douloureusement, qu'une voix nouvelle allait devoir s'élever pour enfin clamer sa vérité. Aujourd'hui, du haut de ses 86 ans, Amanda Lear fait figure de survivante ultime. Elle a enterré les modes survécus aux critiques, surmonté la mort de son mari et même transcendé sa propre légende. C'est le moment qu'elle a choisi pour se poser, fixer l'objectif de la caméra dans les yeux et briser enfin ce silence lourd qui l'entoure depuis un demi-siècle. Ce n'est pas une confession larmoyante, c'est une reprise de pouvoir souveraine. Avec une lucidité tranchante comme un rasoir, elle admet enfin la vérité sur ce secret qui a fait couler tant d'encre. Non, elle ne vient pas confirmer les rumeurs anatomiques morbides. Son aveu est bien plus profond et vertigineux. Elle reconnaît avoir été la complice consciente et consentante de sa propre déshumanisation. Elle pointe du doigt le véritable responsable, l'ombre gigantesque de Salvador Dali, cet homme qu'elle a vénéré, mais qui fut aussi l'architecte de sa prison dorée. C'est lui qui, dans un éclair de génie manipulateur, a lancé cette rumeur sur sa transsexualité pour choquer la bourgeoisie bien pensante. « Répands le doute, Amanda », lui disait-il, « et tu deviendras immortelle. » Docile, elle a obéi. Elle a laissé le monde croire n'importe quoi pour exister médiatiquement. Mais aujourd'hui, elle présente la facture de ce pacte faustien. Elle dresse un réquisitoire implacable contre la machine à broyer de l'industrie du spectacle. Elle vise ces marionnettistes de l'ombre, ces gestionnaires sans visage, qui durant des décennies l'ont muselée, lui interdisant la moindre banalité pour préserver le mystère, lui déniant finalement le droit d'exister en tant que personne de chair et de sang. Ils ont pressé le citron de son androgynie et de son énigme jusqu'à la dernière goutte, métamorphosant son existence entière en une stratégie commerciale sans fin, un coup de publicité permanent, dénué d'âme. On perçoit une fureur glaciale presque métallique dans son timbre de voix lorsqu'elle se remémore cette époque où l'on ricanait de ses ambitions artistiques, lui refusant obstinément toute crédibilité, pinceau à la main. Elle pointe un doigt accusateur vers ce système impitoyable qui l'a cadenassée dans une caricature dorée, celle de la vampe du disco, une image superficielle dont elle ne pouvait s'échapper. Au moment le plus sombre, alors que son univers s'effondrait avec la disparition tragique de son époux, elle garde une rancune tenace envers ses vautours.
Au lendemain des flammes qui ont ravagé son foyer, il s'inquiétait de la sortie d'un disque, plutôt que de savoir si elle survivait au naufrage de sa vie intime. Jamais elle n'accordera son absolution à cette presse à scandale plus prompte à fabuler sur ses origines ou ses amants qu'à faire preuve d'un minimum de décence face à sa détresse bien réelle. Pourtant, ce fracas de la parole libérée ne doit pas être vu comme une plainte, mais comme l'acte émancipateur ultime, une véritable reconquête de soi. En envoyant valser les codes, en exposant ses rides sans phare et ses failles sans filtre, Amanda assassine la légende pour enfin accoucher de la femme. Elle s'affranchit du regard de Dali, du spectre de Bowie et des attentes tyranniques de son audience. Avec une superbe et une morgue aristocratique, elle proclame son indépendance totale, elle n'est la marionnette ni la créature de personne. C'est Amanda la rescapée des brasiers et des rumeurs qui, à l'aube de 2026, s'octroie le luxe suprême, au crépuscule de son existence, celui de la vérité nue. Si elle a retrouvé le chemin de l'atelier, ce n'est nullement pour séduire, mais pour panser ses plaies, démontrant que si le feu peut réduire une villa en cendres, il est impuissant face à l'âme incandescente d'une artiste authentique. Le destin d'Amanda dépasse la simple anecdote de la muse surréaliste ou de la diva déchue des années 70. C'est une fable contemporaine d'une cruauté inouïe sur le tarif exorbitant qu'exige l'immortalité médiatique. En contemplant sa trajectoire, nous sommes mis au pied du mur, contraints d'interroger notre propre voyeurisme et notre appétit insatiable pour le mystère d'autrui. Avons-nous réellement chéri son génie créatif, ou nous sommes-nous contentés de dévorer son ambiguïté comme on consomme un vulgaire produit de grande consommation? Durant des décennies, la planète entière a été obsédée par son anatomie intime, négligeant tragiquement la richesse de son esprit et la profondeur de ses sentiments. Si les géants comme Salvador ou David ont posé les pierres de sa mythologie, c'est bien Amanda seule, face au miroir qui a dû supporter le fardeau écrasant de cet édifice survivant aux incendies, qu'ils soient littéraux ou symboliques. Son épopée résonne comme un avertissement strident pour notre époque narcissique, gangrenée par le culte de l'image et la gloire éphémère. Elle nous remémore brutalement que derrière chaque icône glacée sur papier glacé ou écran tactile bat le cœur d'un être de chair qui souffre, qui doute et qui subit les outrages du temps. Combien d'autres talents, combien de phénomènes de foire avons-nous enfermés dans des cages dorées, leur déniant toute complexité humaine et tout droit à la mélancolie? Le mutisme qu'elle a longtemps gardé n'était pas une absence de pensée, c'était une armure, un rempart contre la folie. Et quand elle fracasse ce silence aujourd'hui, ne vous attendez pas à un ultime déballage sordide, mais à une magistrale leçon de tenue. Elle nous enseigne que l'on peut voir partir en fumée ses amours, ses toiles et son toit, sans jamais endosser le costume de la victime. Au bout du compte, Amanda a signé là son œuvre majeure, bien plus impérissable que ses huiles sur toile ou ses refrains disco. Ce chef-d'œuvre absolu, c'est sa résilience farouche. Elle nous lègue cette réflexion lancinante. La vérité ne réside pas sous les feux de la rampe, mais dans l'ombre, où elle survit, silencieuse et inaltérable. Elle ne quémande plus notre autorisation pour respirer. Elle est tout simplement dans sa pleine puissance. Et peut-être qu'en prêtant enfin l'oreille à sa parole dénuée d'artifice, nous apprendrons à envisager nos idoles, non plus comme des divinités intouchables ou des bêtes curieuses, mais comme le reflet poignant de notre propre humanité vacillante. En ces temps nouveaux, nous ne tendons plus l'oreille pour émettre une sentence arbitraire, mais pour accueillir, pour saisir l'essentiel et graver dans nos mémoires que sous le masque de paillettes, il y a toujours une âme vibrante qui attend désespérément d'être reconnue.